Comme à notre grande habitude, nous nous interrogeons. Togo, Congrès panafricain, Lomé, le laboratoire de l'imposture française. Nous nous interrogeons encore ce mercredi matin. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'un des principaux thèmes du futur congrès panafricain sera la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Il s'agit d'une tentative de reprendre en main le panafricanisme sur le plan politique, alors qu'il connaît une popularité croissante, notamment parmi la jeunesse africaine. Cependant, il est important de dire que cette popularité s'accompagne parfois de discours et surtout sur les réseaux sociaux, ce que le congrès cherchera à redresser, nous dit-on. Une question cependant, est-ce que Faure Gnassingbé et le Togo sont des panafricanistes pour organiser justement ce congrès panafricain? En tout cas, selon les informations que nous avons reçues, la cérémonie de lancement des préparatifs a réuni les représentants de chaque pays africain. Allez savoir quel pays on parle. Ainsi que la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Zanzara Ngawa, et des membres sélectionnés de la diaspora. Eh bien, à peu près de 10 ans depuis l'échec du précédent congrès, le Togo espère réunifier le panafricanisme en organisant l'événement prévu entre octobre et décembre 2024 à Lomé, la capitale, avec le soutien de l'Union africaine. De quel panafricanisme parle-t-on? Parce que si on déclare au effort que l'Union africaine est un organe panafricaniste, eh bien nous disons non. Dès le départ, les pères fondateurs savaient ce qu'ils faisaient, mais on nous parle aujourd'hui d'un organe panafricain, non pas panafricaniste. Eh bien, il est dit, ce congrès est prévu pour le dernier trimestre de 2024. Nous organisons uniquement le lancement. L'ambition de ce congrès est de formuler sous plusieurs formes des orientations en faveur de la réforme des institutions multilatérales et d'une meilleure représentation du continent africain sur la scène internationale, a déclaré d'ailleurs le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, celui qui se fait passer d'ailleurs aujourd'hui pour un panafricaniste. Le défi pour le Togo sera de réussir là où le précédent congrès avait échoué. En effet, la 8e édition en 2014 avait été marquée par le refus de l'Afrique du Sud d'accueillir des représentants du Maghreb, entraînant ainsi l'organisation d'un congrès concurrent au Ghana l'année suivante, c'était en 2015. Cependant, la diplomatie togolaise a réussi à réunir ces deux pays rivaux au sein du Haut Comité de la décennie des racines africaines, à se poser dans la question, qui est derrière cette organisation? Oui, qui se cache derrière? Nous voulons justement le savoir. Eh bien, mesdames, messieurs, un groupe composé de 15 pays des 5 régions d'Afrique chargé par l'Union africaine d'organiser l'événement à la fin de l'année prochaine dans la capitale togolaise. Le Togo prépare donc à relever le défi de l'organisation de ce 9e congrès panafricain avec l'objectif de réunir les différentes voies du panafricanisme et de promouvoir une vision inclusive et constructive pour l'avenir de l'Afrique dans le contexte de la gouvernance mondiale. En tout cas, nous nous interrogeons ce mercredi 24 mai de l'an de grâce 2023, Togo, congrès panafricain, Lomé, le laboratoire de l'imposture française. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est le directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation. Il a bien cherché pour nous à savoir ce qui se passe réellement du côté du Togo depuis quelques jours. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongo, j'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux. Je dis bonjour à Gires qui est derrière les machines, bonjour aux co-combattants. J'ai fait un clin d'œil au président Al-Banakani, j'ai fait un clin d'œil au Dr Ndouma, j'ai fait un clin d'œil à Charlie Kenye, un clin d'œil à PPP. Voilà, je lui fais un clin d'œil ce matin, entre autres, je ne peux pas citer tout le monde. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au peuple noir, partout où il se trouve sur la planète Terre. Comme je l'ai dit, je voudrais aujourd'hui m'intéresser à la question de Mayotte. Parce que nous avons de ce côté les populations noires qui souffrent, comme d'habitude, de martyrs, de la recolonisation, de la redéportation pour d'autres, de la martyrisation. J'ai envie de dire de la xénophobie et du racisme, qui est organisé par le pays des Lumières, le pays de tous les droits que la terre n'a jamais connu, la France.
Et vous vous souvenez, je crois que nous avons eu à débattre de cette thématique sur cette table, sur cette tribune autant pour moi, que toujours la France a organisé à Mayotte une campagne de stérilisation des jeunes filles. En français facile, la France a un problème avec la surpopulation noire. Par conséquent, il faut donc s'engager dans une sorte de planning familial criminel qui consiste à ligaturer les trompes des jeunes filles. La conséquence de cette surpopulation noire est que l'Hexagone a donc organisé la déportation d'une partie de la population noire avec la complicité de certains mélanodermes qui se prennent pour les locodermes parce qu'ils ont la carte d'identité française. Je parle des Noirs d'origine africaine parce qu'en tout cas, tous les Noirs au monde ont des origines africaines. Donc, ce qui est étrange, c'est que de ce côté, nous n'avons observé aucune indignation de la communauté dite internationale par rapport à ce génocide, à ces crimes qui sont en train de se perpétuer au vu et au su de Human Rights Watch, d'Amnesty International, entre autres, mais surtout de l'ONU. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Aïssi. Et bien, d'après les dernières informations, vous le savez déjà, le Togo va organiser le 9e congrès du panafricanisme. Et ce sera justement en 2004. On nous dit que ce sera entre octobre et décembre 2024. Et moi, de poser la question, qui est derrière l'organisation de ce congrès panafricaniste? Vous savez, dans le contexte de ce que les propagandistes hexagonaux appellent le sentiment anti-français sur le continent africain, il y a un locoderme qui fait office de président de la République française qui a déclaré, je crois lors du sommet qui s'est tenu, je crois c'était à Alger, au début de cette année, il a déclaré, non c'est en Tunisie, il a déclaré devant un média qui émet également sur le continent africain qu'il est panafricain. Je parle d'Emmanuel Macron. Oui. Vous et moi avons sauté de notre siège pour nous questionner s'il était sérieux, ce criminel. Puisque nous savons qu'il n'est pas sérieux, eh bien, nous avons la réponse. Il faut également situer la thématique mise en débat ce matin dans le contexte d'une tentative d'infiltration de la dynamique panafricaniste sur le continent africain. Oui. Un mouvement qui prend de la hauteur, un mouvement qui fait son bonhomme de chemin, pas seulement sur le continent africain, mais en dehors des frontières africaines. Je voudrais, avec votre permission, observer ouvrir une parenthèse, coup de parenthèse, pour que vous puissiez répondre à votre question. Il est annoncé une mission de paix africaine du côté de Moscou et de Kiev. Vous savez qui organise cette mission de paix africaine? C'est la Fondation Brazzaville qui est dirigée par Jean-Yves Olivier, c'est-à-dire en français, qui organise une mission de paix africaine à Kiev. C'est dans le même schéma qui est en train de se dérouler sous nos yeux en ce qui concerne l'organisation et les initiateurs de ce fameux sommet panafricain annoncé pour 2024 du côté de Lomé. Mais avant cela, je voudrais également vous indiquer, M. Tivgelongos, il y a quelques semaines, la diplomatie française a été très active du côté de Lomé, pas seulement dans la perspective de l'organisation de ce sommet, mais surtout pour octroyer des aides, des fameuses aides à Lomé par le truchement de cette rampe coloniale que vous appelez l'Agence française de développement, qui a octroyé, on me parle de plus de 300 millions d'euros, 300 millions d'euros au profit de Lomé pour financer ces quelques projets. Ça veut donc dire que vous avez la réponse à votre question, à savoir qui se cache derrière
ce sommet panafricain, ce congrès panafricain qui va organiser, qui va parler du panafricanisme. Donc c'est la France. Quand vous entendez parler de l'Union africaine, vous savez que l'Union européenne est derrière. Donc, comme je vous indiquais tout à l'heure, il s'agit donc d'une tentative d'infiltration, n'est-ce pas, de la dynamique panafricaine et panafricaniste qui est engagée résolument dans le combat, n'est-ce pas, de l'indépendance, dans le combat de la souveraineté, de l'émancipation du continent africain. Je voudrais vous faire également observer que l'Union africaine n'est pas une institution panafricaine. Que cela soit compris. L'Union africaine est tout, sauf une institution panafricaine. L'Union africaine, c'est une succursale de l'Union européenne, c'est-à-dire une institution mondialiste aux couleurs, à la dénomination africaine. Elle n'est pas une institution africaine ou panafricaine. Quand nous avons évacué cette contre-vérité, nous comprenons donc une fois de plus que justement la dynamique panafricaine est irréversible, elle est irréversible parce que c'est l'avenir. Et la France-Afrique étant en difficulté, a utilisé donc ses larmes pour tenter de casser la dynamique. Mais je peux pas me perdre parce que notre dynamique n'est pas structurée pour être balkanisée, pour être caporisée ou vassalisée. Notre dynamique, peut-être c'est ça qui fait également sa force, parce qu'elle ne peut pas être infiltrée, ni être dynamitée comme ils ont l'habitude de le faire. Je voudrais déjà questionner même le choix de Lomé, parce que nous savons que du côté du Togo, nous avons affaire à une monarchie familiale qui règne depuis bientôt 52 ans et qui assume justement leur amour et leur appartenance à la France-Afrique, c'est-à-dire au pays, n'est-ce pas, des Gaulois. Oui. Nous savons quand même que Yassibé et Adema, c'était un francophile assumé. Je ne peux pas accepter ou penser, j'avais envie de dire, fantasmer un seul instant que son fils, Faure Gnassingbé et Sosima, a changé de couleur ou bien a engagé une quelconque rupture du tout. Il s'inscrit justement dans la même dynamique que son prédécesseur de père. Albert Anatola, ici, les apprentis panafricains sont très nombreux sur le continent et hors de ce continent. Et d'ailleurs, parmi ceux-ci, il y a celui qu'on appelle Robert Dussé, qui ces derniers jours fait croire à la terre entière qu'il est panafricaniste et qu'il va organiser justement ce congrès, ce 9e congrès du côté de Lomé au Togo. Pendant ce temps, ils sont également très nombreux du côté de la France, qui sortent parfois des bois et qui se font passer pour des panafricanistes. Tout ceci, il faut le dire, financé par le Quai d'Orsay, pour ne pas dire l'Élysée. Lorsqu'on vous inclut déjà une certaine diaspora, je suis responsable de ce que je dis. Oui. Lorsqu'on associe déjà une certaine diaspora à l'organisation d'un tel événement, vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Et vous savez que le projet, la diaspora africaine à Paris rentre dans les projets d'infiltration et de balkanisation de l'Afrique. C'est-à-dire que, un peu comme Achille Mbembe, un peu comme Denise Epoté, Marie-Roger Bellois, qui sont ces gens-là qui sont à Miami avec, n'est-ce pas, Tidjane Ndiam, entre autres, qui font justement à Miami avec Macron, parce qu'ils sont les mélanodermes. On va penser que parce qu'ils ont les origines africaines, forcément, ils vont utiliser le langage que nous connaissons, non. Ils sont même nos pires ennemis, autant le dire. C'est des gens à combattre avec la dernière énergie. Tenez, Che Guevara avait l'habitude de dire que quand vous êtes engagé dans une révolution, vous devez avoir dans votre main 10 balles. N'est-ce pas? Oui. 9 balles pour les traits de l'intérieur. Pour les traits de l'intérieur. Oui. Et 1 balle pour les traits de l'extérieur, parce que ce sont les traits de l'intérieur qui font entrer les traîtres de l'extérieur. Donc, je pense que nous devons pouvoir prendre à notre compte, reprendre à notre compte, justement, cette maxime de Che Guevara. Et il avait tout à fait raison.
Parce que la plupart des trahisons viennent toujours de l'intérieur. Et en plus, votre Robert Dussé, dans tous les cas, il est dans le rôle que lui a attribué son maître. Et lui, comme les autres, sont payés pour ça. Mais je voudrais quand même lui faire savoir, je voudrais le ramener dans un contexte pas lointain, après le fameux sommet de Montpellier. Et penser pouvoir envahir le continent africain avec leur corruption, leur idéologie. Mais nous connaissons la suite. Oui. Nous connaissons la suite. Donc, qu'il sache donc que ce projet d'infiltration du mouvement panafricaniste, ça ne peut pas prospérer. Qu'ils organisent autant de congrès, autant de sommets panafricains qu'ils le souhaitent, mais ça ne marchera pas. Déjà, ils ont fait le choix de 15 pays, ce n'est pas eux de faire le choix. Si vous avez affaire à un congrès ou à un sommet qui a une vocation panafricaine, ça devrait concerner tous les États africains. Mais ils ont choisi une quinzaine de pays selon les espaces communautaires. C'est-à-dire, vous avez en Afrique centrale le Cameroun, je crois le Cameroun, le Gabon, entre autres. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le Sénégal, la Côte d'Ivoire, si on a besoin des panafricanistes. Vous avez en Afrique australe, je crois, le Kenya et la Gambie, je pense. Et du côté du Maghreb, je ne sais pas s'ils ont fait un choix là-bas. Voilà, donc c'est en fait une quinzaine de pays qui a été choisi pour justement travailler sur l'organisation de ce fameux sommet panafricain. Nous pensons donc que dès lors qu'une chose est dévoyée et qui est organisée par les France-Africains et en matière justement à communiquer et à combattre cela parce que c'est de l'imposture, tout simplement. On continue dans le même lancé, Albert Anatola. Ici, il y a également que de jeunes Africains sur le continent sont également enrôlés par l'Élysée, le Quai d'Orsay, et puis par la France pour quelques euros pour combattre justement le message panafricaniste. Vous savez, les traites, ça a toujours existé. Ce n'est pas un élément contemporain. Les pères fondateurs du panafricanisme ont vécu, ont connu ça. Vous avez connu dans la création du mouvement panafricaniste sur le continent africain, vous avez connu le camp de Monrovia et le camp de Casablanca. C'était ça, le départ, justement, c'était ça les éléments. Je veux dire les éléments de la trahison. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler. Les traits seront toujours parmi nous. Oui. Les collabos seront toujours parmi nous. Les vendus, comme les larbans que vous connaissez, seront toujours parmi nous. Mais il nous appartient à nous de nous organiser. Mais sachez que ces jeunesses que Macron corrompt pour travailler contre l'Afrique, contre les intérêts des Africains, sache qu'elle payera le plus fort. Il faut qu'elle le sache, cette jeunesse. Et nous en connaissons. Nous avons laissé passer. Parce qu'en Afrique, nous avons la culture de la tolérance. Nous avons la culture, justement, du dialogue. Nous avons laissé passer l'imposture à laquelle a assisté cette jeunesse du côté de Montpellier. Et il faut qu'elle fasse très très attention. Nous savons qu'il y a une jeunesse larbinisée sur le continent africain. Nous savons qu'il y a également une jeunesse qui est France-africaine, mais nous appelons cette jeunesse à faire preuve de responsabilité et de conscience. C'est pour cela, et de plus de conscience. C'est pour cela que très régulièrement, dans nos débats, nous appelons à la conscientisation des masses populaires, pas seulement sur le continent africain, mais en dehors également, pour leur faire comprendre que le continent africain et le peuple noir ont un ennemi commun, le bloc occidental. L'hégémonie occidentale, si vous voulez. Donc, ces gens qui nourrissent des projets de recolonisation de votre continent ne peuvent pas être une solution à vos problèmes. Ils ne sauraient en aucun cas être vos amis. Ce sont nos ennemis. J'ai dit, ce sont nos ennemis, ennemis en majuscule. Qu'ils soient des locodèmes, c'est-à-dire les Occidentaux, les Européens, qu'ils soient les traites de l'intérieur. Ce sont nos ennemis en majuscule. Donc, je ne viens pas sur ce plateau pour m'amuser au pays de ma vie, monsieur. Quand je dis des choses, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Donc, le théâtre
qui est en train de s'organiser du côté de Lomé, ça n'engage que ses initiateurs. C'est une distraction, c'est une diversion. Les Africains ne sont en aucun cas concernés par cet appel-là qui est organisé par les France-Africains. Les France-Africains savent que leur avenir est compté. Et il faut donc se redéployer. Je voudrais vous plonger dans la dernière conférence que Macron a organisée à l'Élysée au profit, n'est-ce pas, à l'intention des ambassadrices et de ses ambassadeurs, à qui il a commandé d'être plus offensif du point de vue diplomatique, du point de vue de la propagande sur le continent africain. Et il a mis les moyens. Il a créé les cyberarmées, constituées de milliers de personnes. Il a mis des moyens financiers, c'est-à-dire ces moyens qui rapportent à la France, le franc CFA, qui fait partie l'un des piliers de notre combat. Il a mis des moyens et il a enrôlé des milliers, n'est-ce pas, de jeunes irresponsables africains pour la seule besoin. Nous pensons, j'appelle la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, la jeunesse camerounaise, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse ivoirienne, entre autres, à se mobiliser contre cette imposture. Nous avons la capacité de créer une contre-offensive pour que cette imposture ne passe pas. Pendant ce temps, il y a également que Emmanuel Macron a nommé un nouvel ambassadeur pour lutter contre le panafricanisme à tout prix en France et surtout sur le continent africain. Je suis en train de vous faire comprendre une chose. Nous sommes dans une communication de propagande qui vise à s'engager dans une diplomatie de séduction et de reconquête des terrains perdus ou des territoires perdus. Mais le mouvement panafricaniste est irréversible. Aujourd'hui, vous avez même en territoire français des Français de souche qui ne connaissaient pas les crimes, qui n'étaient pas au courant des crimes de leurs dirigeants sur le continent africain, qui ne connaissaient pas la politique française en Afrique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ces Français-là, qui luttent également pour la liberté, parce qu'il y en a qui sont dans les prisons dorées, quelquefois aveuglés par la corruption morale, qui ont rejoint notre combat, qui ont bêtement rejoint notre combat. Donc, je pense que la libération de l'Afrique va consacrer la libération de la planète Terre, du monde entier. Parce que tant que l'Afrique n'est pas libérée, tant que le peuple n'est pas libéré, je vous dis, les autres peuples ne seront pas libérés. Donc, notre combat, qui le sache, est également le leur. Quelquefois, quand j'utilise le mot le codem, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas raciste. Je parle, parce que c'est un mot péjoratif que j'utilise pour les oligarques. L'oligarchie dirigeant des criminels, qu'ils soient dans l'Hexagone, à Washington, du moins dans le bloc occidental. Donc, je pense que, puisque sur le continent africain, nous avons également des criminels qui sont considérés comme des Africains. Mais c'est des criminels. C'est lui qui est en Côte d'Ivoire. Comme le Larba qui est en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un criminel. C'est lui qui est du côté du Mali, je veux dire du côté du Burkina Faso, du côté du Niger. C'est qui? C'est un criminel. C'est lui qui est du côté du Sénégal. Comment vous l'appelez là? Donc je pense que nous en avons comme ça sur le continent africain. Donc nous avons le devoir de changer de paradigme pour que la dynamique qui est engagée et qui est réversible aille crescendo, parce que nous avons davantage besoin de dirigeants panafricanistes que justement des suppôts, que des vassaux. Il faut également préciser, rappelons également nos téléspectateurs qu'en 2014, c'était le 8e congrès qui a d'ailleurs fait pchit. C'était carrément un échec entier et total. Mais on nous parle aujourd'hui d'un 9e congrès. Il faut également dire que les congrès panafricains organisés constituent d'ailleurs une séquence historique où les afro-descendants de la diaspora et les Africains, dans un élan de solidarité, font avancer la cause de la liberté et de la dignité universelle. Peut-on imaginer que en 2024, ce sera le cas? Ou alors c'est tout simplement un jeu de mots. Je suis en train de vous dire que cette affaire ne peut pas prospérer parce que c'est une imposture. Oui. Parce que une imposture, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ces initiateurs, tout comme ces organisateurs, ce sont des imposteurs, ce ne sont pas des panafricanistes. Ce sont des infiltrés qui veulent récupérer justement le combat panafricain
pour en faire des dividendes géopolitiques diplomatiques. C'est tout. Puisque c'est l'Élysée et le Quai d'Orsay qui financent cette affaire. Dès lors que ce n'est pas une initiative africaine et panafricaine, au même titre que la fameuse émission de paix qui est annoncée à Kiev et à Moscou, ça sort, n'est-ce pas, du cadre de la lutte panafricaniste. Ça ne concerne pas donc que ce soit les afro-descendants, c'est-à-dire les Noirs d'origine africaine partout où ils s'y trouvent, que ce soit les Africains ou la diaspora, tout ce que la diaspora responsable, pas la diaspora traître et collabore. Je vous dis, cette affaire, c'est de l'imposture qui n'arrivent pas de leur temps là-bas, à leur risque et péril, pour la simple raison que les Africains, les vrais Africains, ne sont en aucun cas concernés parce qu'ils ne sont pas organisateurs de cette affaire. Cette affaire est le fait des France-Africains. Et sur le continent africain, d'une manière générale, notre véritable problème, c'est le système. Et le système le système qui prévaut actuellement sur le continent africain, c'est quoi? C'est la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est quoi? La France-Afrique, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme. La France-Afrique, c'est quoi? C'est les guerres, c'est les coups d'État, c'est l'ingérence, c'est l'autarcie économique, la dictature monétaire, le nazisme politique et géopolitique. Voilà la France-Afrique. Et la France-Afrique n'a rien apporté de bon. Je mets au défi ceux qui vont me poser le contraire, de me dire qu'est-ce que la France-Afrique a résolu comme problème sur le continent africain. Au même titre que je les mets au défi de nous dire quels sont les problèmes que l'ONU a pu résoudre sur le continent africain. Quels sont les problèmes que l'OTAN a pu résoudre sur le continent africain. Quels sont les problèmes que Paris, Washington, le Royaume-Uni, les autres ont pu résoudre sur le continent africain. Ils ont plutôt créé quoi? Ils ont créé les calamités, les maladies, le VIH-Sida. Ils ont organisé les guerres, les coups d'État, les conflits armés. Ils financent le terrorisme pour déstabiliser, n'est-ce pas, pour maintenir l'Afrique sur le joug de la pauvreté, mais tout en pillant ses matières premières pour faire fonctionner les instituts, leur économie. C'est ça la France-Afrique. Donc, ce que j'ai dit est, n'est-ce pas, documenté. C'est attesté, c'est acté que ce qui est en train de se jouer du côté de Lomé, c'est tout, sauf une messe panafricaine. Merci à vous, Albert Natoula, ici d'avoir été les nôtres. Mesdames, messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez et partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.